Donc je voudrais aujourd'hui revenir sur la situation générale au Togo, mais aussi dans la région. Est-ce que vous voulez bien commencer par votre famille? Comment va votre famille? Elle a été persécutée notamment l'année dernière. Est-ce que vous voulez en parler? Naturellement, je parle de tout. Est-ce que votre famille va bien, votre fille? Est-ce que vous avez des éléments sur l'enquête concernant le viol de votre fille à partager? Ouais, bon, évidemment, ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté des gens, alors que dans le protocole, ils devaient présenter donc des gens à ma fille pour montrer si au moins la silhouette ou les gens qui l'ont engagé. Non, parce qu'elle est américaine et que Ford devait aller aux États-Unis, qu'il y a le mouvement là-bas. Donc on a présenté, à mon avis, 12 personnes à la place de l'autre, parce que donc l'ambassadrice des États-Unis aussi faisait des pressions sur eux. Donc voilà. Donc ma fille a quitté le bain. Elle est aux États-Unis en ce moment. Et donc personne n'est poursuivi? Personne n'est poursuivi. Ils disent, ils ont montré des gens. Ils ont donné un rendez-vous à ma fille, à la police bien sûr. On va leur présenter des gens. Sans, de toute façon, avoir présenté des gens, la police en bout de son, c'est pas la police qui a été agressée. D'accord. Donc revenons maintenant sur la situation au Togo. Donc on s'est parlé il y a 2 ans et demi. Est-ce que vous considérez que depuis 2 ans, la cause du Togo a fait des progrès? Aucun progrès. Vous savez, et à la limite, de toute façon, ça s'est dégradé, puisque Monseigneur Kojoro, le père de l'alternance, est mort en exil dans des conditions cruelles, où il y a surtout même d'assassinat. La famille a non seulement donc demandé une autopsie, mais porté plainte comme son assistant qui était avec lui au quotidien là-bas. Et donc, la France devrait permettre que l'alternance s'installe. Emmanuel Macron a confié à Kofi Niamniam, que personne n'a reconnu fort. Mais quelle est cette histoire-là où les lettres de reconnaissance de Bruxelles, de Berlin, de Paris ont été envoyées directement à Fort Yassingbe sans que... Une seconde. Oui. Sans que ces lettres-là ne fassent l'objet de communication au niveau des sources d'émission. C'est des lettres, selon le témoignage du journaliste, que l'OME a remises. Et d'ailleurs, même de tout temps, c'est tellement rigoureux que quand vous prenez la lettre, donc, de choses, comment je dirais, de l'Allemagne, du président de la fédération, il n'y a pas le logo aigle là-dessus. Bon, alors, donc, Macron sait, et il a avoué lui-même que personne ne l'a reconnu. Mais maintenant que les gens font du forcing, et que les Togolais se plaignent de cette dictature-là, si Macron n'était pas installé, assis sur les valeurs qui ont fait la fierté de la France, notamment donc l'universalisme du droit de l'homme, partout où les droits de l'homme sont brisés ou bafoués, piétinés, la France va au secours. Macron sait très bien que c'est des faux, puisqu'il a dit à Kofi Niamniam, mieux, les avocats de la DNK sont partis à Lomé. Ils sont partis à l'ambassade de France. Il n'y a aucune trace de la lettre, puisque vous savez très bien que les lettres de reconnaissance-là sont ou transitent par valise diplomatique. Et puis à l'origine même de cette affaire, c'est que du monde ni sur le site de l'Élysée, ni sur le site du Quai d'Orsay, ni sur le site donc de l'ambassade de France au Togo, il n'y a aucune trace. Et là où c'est scandaleux, parce que dans nos pays, on peut considérer que nos tyrans qui sont là
ne respecte pas les institutions, mais que la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, suite à une déclaration écrite dans ce que vous appelez que question écrite, de choses du député Nadeau au ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, qui affirme que ces gens de courrier n'ont pas vocation à être diffusés et que le député Sébastien Nadeau de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française écrive à Emmanuel Macron au fait de lui demander de démentir la fausse lettre qui a été lue sur RFI. Il n'a pas répondu. C'est un mépris de l'Assemblée nationale. J'ai été moi-même président de l'Assemblée, président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée, dont la législature s'est achevée en janvier. Mais vous répondez, il n'a pas répondu. Mieux, il a attendu 13 mois et il a reçu. Après, il a encore reçu une deuxième fois. Et le côté droit de l'homme, un prélat de 92 ans, qui crie parce qu'on a voulu que j'accepte les milliards qu'on me propose, plus le poste de Premier ministre. J'ai refusé. Les gens le 20 avril 2020, à minuit, investissaient donc les maisons voisines pour nous attaquer. Et le prélat crie au secours, au secours. Non, moi je vous dis que je suis profondément déçu, en tout cas de l'attitude d'Emmanuel Macron, qui connaissait très bien la situation. Hein. Je suis déçu. Et c'est dans ces conditions que Koduro, sous la menace de mort, s'est réfugié au Ghana. On a voulu le tuer au Ghana. Et le HCR de Mons l'a envoyé, donc, comment vous appelez là-bas, en Suède, où il a trouvé la mort. Tout ce qui me concerne, moi, Koudjo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Sécurité et de l'administration, on vient casser chez moi. On a frappé dans son toit. Français, Américains, Canadiens, les consuls des États-Unis et celui du Canada se sont déplacés. La France ne s'est pas déplacée. Et ça fait 4 ans bientôt que je vis dans la clandestinité parce que je suis menacé de mort. Et ça ne fait rien, la presse politique française. Ça ne fait rien de moi à l'Élysée. Et les gens disent qu'il faut encore une autre élection. Celui qui a gagné les élections, quand vous avez classé deuxième, est dehors. La France me fait honte. Quand je dis la France, je nuance. Le gouvernement français me fait honte. Nous, me fait honte. On peut tout acheter, mais on n'achète pas les valeurs. On n'achète pas les valeurs d'un pays. On n'achète pas les valeurs d'un peuple. Qui va accepter ça? Ça, on n'a pas fait 10%. Qui va accepter ça? Et Macron se tait. Parce que, de fait, il s'est rendu complice à la forfaiture. Et les Togolais sont en train de crier. Le parti est revenu. Faudra faire la dernière fois, le congrès de son parti qu'il a créé. Les écoles étaient fermées. L'université fermée. L'administration fermée. Les élèves sont mis dans la rue. Tout le monde. Obligé. Comment vous pouvez accepter ça? Finalement, les chancelleries occidentales qui sont à Lomé sont complices. Parce que ces gens sont moi, j'ai fait le gouvernement. Quand vous voulez déborder, vous êtes interpellé. Attention, c'est pas comme ça. Faites ça comme ça. Limitez ça. Donc, de toute façon, il n'y a plus de règles. Il ramène le parti État. Depuis, depuis 2020, aucune réforme du cadre institutionnel, ni la Cour constitutionnelle, ni la CENI, aucune réforme n'a été faite. Nous disons vos élections. Oui, alors justement... Donc, on dit vos élections et on ne voit aucune protestation de la part des chancelleries occidentales qui étaient là et qui
se sont posés comme garants de la transparence et de la sécurité du processus électoral en 2020. Ils ont fait quoi? L'Allemagne, l'ambassadeur d'Allemagne nous a dit, vous les avez écrasés, mais ils ne veulent pas partir. Celui des États-Unis disait, écoutez, et c'est le département d'État américain, donnez les résultats bureau de votre bureau de votre. Et ils l'ont pas fait. Au contraire, ils sont partis menacer l'ambassadeur dans son bureau. Mais c'est, comment je dirais, un gang là, à la tête d'une mafia qui gouverne le Togo. Attendez, qui a menacé l'ambassadeur américain a été menacé par les Togolais? L'ambassadeur américain a été menacé par deux ministres que fort de toute façon envoyés parce que d'une manière ou d'une autre, on dit, écoutez, donnez les résultats bureau de votre. Ils sont partis le menacer dans son bureau. Et le gars aussi s'est tué. Comment vous pouvez agir comme ça? C'est ça, là, de moins, mais les pavillons de démocratie et de droits de l'homme, mais j'ai honte. Parce que tout ça, c'est du bluff. Derrière ce slogan-là, il n'y a que des intérêts. Mais quel intérêt la France peut cultiver au Togo au point de mépriser la démocratie et les droits de l'homme à ce point? Je ne suis pas un adversaire de la France. Là où je suis encore président du groupe Afrique du Forum francophone des affaires, vice-président donc du bureau international. Expliquez-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au Forum francophone des affaires aujourd'hui? En étant dans la bourse depuis 4 ans, mes activités, j'ai toujours le titre, puisque de toute façon j'ai été élu. Non, je suis venu ici avant qu'il ne fasse le congrès, et à Paris ils m'ont encore reconduit. Et aujourd'hui je ne fais rien, puisque j'ai pas de contact, ni avec Steve Gentilly. Et ce forum, il existe sans vous? Il poursuit des activités ou il existe, il est suspendu? Non, il poursuit ses activités parce que je crois qu'il y avait, en tout cas, il y a eu des réformes qui ont été faites et, comment je dirais, la francophonie a repris une partie de nos activités, associé, si vous voulez, les membres du Forum francophone des affaires ou certaines actions de à l'extérieur dans l'espace francophone. Alors, dis-moi sincèrement. Maintenant, l'affaire ça, du moins, mais au tribunal et à la cour de justice de la CEDEAO, Fall a été condamné 3 fois. Et avec obligation de me rétablir dans mes droits au plus tard, en juin 2022. Nous serons bientôt en juin 2024. Mais où sont, c'est tout comme si le monde n'est plus régulé. Entre-temps, lorsque j'ai fait mon interview sur, comment je dirais, TV5 Monde, parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que de tout temps, on m'a révélé que ils ont, comment je dis, ils m'ont blacklisté sur l'ensemble des chaînes quand je vais intervenir, les gens refusent. C'est quand de moi, Denise Écoté m'a offert son plateau et que j'ai expliqué les choses. Comment il a fait? Puisque tu es blacklisté. Ce que je voulais relever là, c'est qu'à la suite de cette émission-là, beaucoup de cadres au niveau des Nations Unies sont partis voir Guterres. On dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça, il faut déclarer à Guémé gagnant. Il dit oui, c'est gênant pour lui, puis bon, pour son pays aussi, le Portugal, parce que mon Guterres, de toute façon, entretient des relations, bon, voilà. Qui est allé voir Guterres? Un peu privilégié avec la dictature. Qui est allé voir Guterres? Pardon? Je dis ses collaborateurs, parce que moi j'ai des amis qui ont servi donc au niveau des Nations Unies. Je dis, ses collaborateurs sont partis le voir avec l'émission en disant que non, écoute, si c'est ça là, il faut déclarer à Gouvernement. Gagnant, il dit oui, on sait, mais c'est gênant, comme on a déjà dit que c'est fort, et puis par rapport donc, au Portugal, non, c'est ça. Sinon, de toute façon, il a été abordé. On dit, reconnaissez la victoire de Pékin, parce que là, c'est trop clair. Macron qui dit que oui, qui dit à Kofi, que personne n'a reconnu, donc Fora fait de faux messages de félicitations. L'affaire est donc entre les mains du doyen des juges d'instruction, donc du tribunal des Nanterre en ce moment, ce que vous appelez, comment vous appelez ça là, cold case, voilà, les dossiers compliqués, oui, difficiles à démêler, ont été décentralisés il y a 2 ans, de toute façon à Nanterre,
Et donc, il y a le groupe de juges d'instruction. Donc là-bas, me fait un boulot remarquable. Moi, j'ai vu le bilan. Et donc, le truc est à ce niveau-là. Et donc, je pense que ça a prospéré. Et donc, voilà. Et donc, il a fait de faux messages. Et bien, Macron le confie à Kofi Nyam, ce n'est plus un secret. Les avocats sont partis à l'OP, ils ont été arrêtés et conduits manu militari à l'avion. Ça a créé de l'émotion au niveau de la presse. Personne ne dit rien. C'est-à-dire, et ma liberté à moi. Je n'ai pas le droit de vivre. Depuis 4 ans, j'ai gagné une élection parce que j'ai refusé de faire marcher gré à gré. Je suis en clandestinité. Quand je dis je suis en clandestinité, je suis à un endroit où je ne peux même pas voir un infirmier à mon âge. Je ne peux pas voir un infirmier. Mais Macron, là, il est normal. Non, est-ce que Macron est normal? Donc, pourquoi ne pas vivre dans une ville africaine vous êtes certain que votre sécurité serait dangereuse, serait en danger? Mais naturellement. Oui. Mais naturellement. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de... Comment dire? Mes pieds sont périmés. Oui. Je suis en clandestinité et je ne peux même pas avoir accès de moi, comment dire, à un infirmier. Pourquoi? Parce que de tout temps, dans la fin, il n'y a pas d'infirmier. Si tu veux retrouver un infirmier, il faut aller dans une ville. Ouais. Et vous pouvez accepter ça? D'accord. Alors, venons-en à la... Non. Celui qui a été cramé dans les yeux, lui, il est là en train d'occuper le plateau, en train de faire venir les gens bien. Non, c'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Et je ne reconnais pas Macron. Parce que d'une manière ou d'une autre, on m'avait arrêté pour les histoires d'incendie. Je n'étais pas dedans. Mais ils m'ont arrêté. À un moment donné, François Hollande, que je n'ai jamais rencontré, a tapé sur la table. Et j'ai été libéré. Macron fout quoi là? Avec les tyrans en Afrique. Il protège les tyrans. Il me fait honte. Macron sait que je suis ici depuis 4 ans. Et là, alors qu'il sait que c'est moi qui ai gagné les élections, il me fait quoi? Et même, c'est son silence là qui a tué de toute façon, comment il s'appelle? Monseigneur Koyoro. Il aurait désavoué fort. Comme l'Assemblée nationale française le lui demande. Comme les avocats le lui demandent. Koyoro serait vivant. Ça ne dit rien. C'est la honte. C'est pas la France de René Cassin, de Badinter, de Chirac, même de, comment il s'appelle, François Mitterrand, de Gaulle. C'est pas cette France-là du monde que nous avons aimé. Mais il faut quoi? C'est un complice. Et c'est la honte. C'est la honte. Mais ça sert à quoi? Il vaut mieux fermer l'ambassade de France au Togo? Ça sert à quoi? Des gens de nationalités diverses ont été frappés. Ces pays ont envoyé leur consul pour un accompagnement psychologique. Mais pas la France. Parce que la France a ses doigts dans la bouche de Fogna Simbe. C'est inadmissible. Et c'est honteux. Alors, c'est normal que vous ayez discuté un peu partout en Afrique avec des comportements comme ça. Et quoi? C'est la mauvaise foi? Ou c'est les compétences? Ou c'est le manque de connaissance de l'histoire? Ben, je sais pas. Vous n'avez plus de diplomates chevronnés qui connaissent les dossiers. Donc, au Quai d'Orsay, des gens comme Laurent Bigot, il aurait conseillé, non, ne faites pas comme ça. Vous aurez des problèmes. Celui qui a gagné les élections 4 ans dehors et vous parlez de légitimité, vous recevez les tyrans et vous parlez de légitimité, qu'on est attaché à la légitimité, c'est de la poudre à pimpin. C'est de la poudre à pimpin. Il dit, je hais de toute façon Emmanuel Macron. Je le hais. Parce que de toute façon, dans le dossier Toublé, il est irresponsable et malhonnête. Je le hais. Oui. Je vous l'arrêterai aujourd'hui, demain. Je ne demande pas à la France de m'aider. Je ne demande pas. Je demande seulement la justice pour mon peuple. Le
Le peuple, de toute façon, a voté là-dedans, tout le monde le sait. On a reçu plein de félicitations. Et on prend l'argent pour aller corrompre aux gens. Allez, taisez-vous. C'est la honte. Et la France associée à ça. Non, je ne peux pas admettre ça. Ni aujourd'hui, ni demain. L'Allemagne, s'il avait le primate, il aurait imposé la victoire du peuple togolais. Ben, écoute, vous le savez très bien que la France, l'Allemagne et tout ça, et l'Union européenne, celui qui a le là, qui donne le là, c'est la France. À cause de leur victoire, donc, lors de la Première Guerre mondiale. Non, moi je l'ai dit, je ne peux plus être je ne peux plus avoir une poursuite diplomatique avec la France officielle. Non. Non. Je ne peux plus. Je l'ai observé. On a écrit plusieurs fois. Pourquoi Macron fait ça? Pourquoi il fait ça? Le suffrage universel est sacré. Si de toute façon c'est ce genre de comportement-là, que de toute façon les élections françaises ont, lui ne sera pas président. Il faut respecter le verdict des urnes. Et il le sait très bien. Que quelqu'un utilise de faux messages de félicitations, utilise RFI pour bêler la population. Et l'Assemblée nationale française, parce que un député de la Commission Affaires étrangères, c'est comme si tu interpellais par toute l'Assemblée. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est écrit en tant que député. C'est pas un citoyen français. Et donc, c'est le peuple en miniature, un député de la nation qui interpelle, qui marche sur l'interpellation. Tu ne lui réponds pas. Alors que toi-même, tu affirmes que tu as 15 personnes au niveau de l'Élysée qui répondent à tous les courriers. Macron se prend pour qui? J'ai pitié. J'ai pitié pour lui. Parce que de toute façon, il n'est pas différent donc du comportement de Foucault et les autres. Oui, Le Drian fait quoi? Le Drian dit que ce type de courrier, c'est noir, il écrit noir sur blanc, hein, n'a pas vocation à diffuser. Ah bon? Est-ce que vous avez diffusé sur RFI? Il confirme que ce qui a été vu sur RFI est un faux, grossier. La France ne doit pas se taire, c'est la France qui est responsable de tout ça. Parce que depuis les élections qu'il a reçues, personne ne l'a reçu. C'est la France qui l'a reçu et elle a la visibilité pour sécuriser. Je suis reconnu par la France, vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? On a été à votre école, hein? C'est inadmissible le comportement de la France en Afrique francophone en général et surtout au Togo. Moi, je te jure que demain, là, s'il y a un mouvement là, de colère là, les gens vont s'attaquer à l'ambassade de France. Ça, tu peux l'écrire. S'il y a un mouvement, de toute façon, je crois que les consciences commencent pas à s'élever. Il y a un mouvement, ils vont s'attaquer à l'ambassade de France. Parce que finalement, eh ben, Macron qui a fait un discours à Ouagadougou et tout le monde a applaudi, ben, il est venu de toute façon renforcer notre la France-Afrique. C'est la honte, ça. Il n'y a pas honte. Et on impose l'enfer au peuple togolais. On impose l'enfer. Les gens n'arrivent pas à manger. On brûle les marchés. On tue les gens. On fait des sacrifices, des rituels donc humains. Comment vous pouvez accepter ça? Et ça dit qu'on fait élection dans un pays. Celui qui a gagné l'élection est dans la brousse pendant 4 ans. Macron ne le sait pas. La diplomatie française ne le sait pas. La honte. Un peuple qui est opprimé. À tous les coins de rue, tu as les armes, tu as les militaires qui arrivent à se libérer. Et vous le savez. Non, c'est la honte. C'est la honte. Mais Macron a pris combien? Combien de tonnes de milliards on lui a donné pour qu'il puisse avoir un comportement aussi criminel et sauvage? La honte. La honte. Les Togolais du monde, c'est vrai, le maudissent. Pour ne pas dire les Africains.
C'est-à-dire qu'on a dévalé, quoi. On ne veut pas du moins l'autodétermination des peuples. On nomme des valets, des préfets qui sont au service de la France. Mais le commissaire aux opérations, le chef de la mission des opérations électorales, au titre de la CEDEAO à Lomé, le général Francis Béhanzé dit que non, Fort a perdu, mais la France a dit de le maintenir. La CEDEAO est devenue un instrument entre les mains de choses, entre les mains de la France, Emmanuel Macron, la CEDEAO. Regardez ce qui vous est arrivé donc au niveau des pays d'Israël. Regardez ce qui vous arrive là. C'est pas la honte, ça? Alors que de façon équilibrée, nous pouvons garder nos relations. En respectant de toute façon, oui, chaque pays, chaque institution, chaque chef d'État. Mais, le monde ayant évolué, trouver un système gagnant-gagnant. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Le monde est interdépendant. Mais vous ne voulez pas écraser tout le temps les gens. Quel sentiment vous voulez que j'ai vis-à-vis de la France? Notamment de ce gouvernement-là. Quel sentiment? Le sentiment de révolte, de dégoût. D'accord. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la situation plus togolaise actuelle, avec les élections à venir? Donc d'abord, j'ai pas trop compris comment est née la DMP en avril 2023. Il y a des articles, un article au moins au début qui disait que c'était le nouveau nom de la DMK. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que la DMK, donc la coalition qui vous a porté Alors, dire que nous revendiquons avec raison la victoire au scrutin du 22 février 2020. L'imposteur dit qu'il a gagné des élections. Nous disons que des élections législatives. Nous disons que nous avons gagné. L'imposteur lui-même a envoyé un de ses ministres qui est là à Tchadidi pour dire nous avons volé ta victoire. Tu ne peux nous mettre en prison car c'est nous qui avons le monopole des forces de défense et de sécurité. Abandonne tes recours, tu seras nommé premier ministre au pouvoir élargi et tu auras une enveloppe, une valise de 15 millions d'euros. Nous l'avons refusé. Mais maintenant, celui a dit qu'il aurait des élections législatives et nous irons à cette élection. C'est tout comme si nous le reconnaissons. Ce qui fait que lors d'un débat sur la chaîne Silicon TV, où Mme Adjarangou, la coordinatrice que j'ai nommée à la tête de la DMK, pour la conduite des activités sur le terrain, a évoqué le problème de la participation de la DMK aux élections législatives. Il a été retoqué par Monseigneur Bodjoro, qui lui disait non, vous ne pouvez pas aller à une massacre électorale. Le monde entier sait que nous avons gagné les élections de 2020. Nous sommes toujours dans la revendication. Nous n'avons pas encore obtenu les résultats. Et vous dites que vous irez à ces élections-là. Si quelqu'un veut aller à cette élection-là, il n'ira pas avec la DMK. C'est sur cette base-là que ceux qui veulent aller aux élections ont fait une cassure pour aller créer la DMP. Et donc, ceux-là, nous avions travaillé ensemble jusqu'en avril 2023, quand, par la fièvre d'aller à cette élection, sans réforme et sans garantie de sécurité et d'authenticité des résultats qui veulent aller, qu'ils ont été créés. Et donc, voilà l'histoire donc de l'éclatement donc de la DNK en DNK et en DMP. Je crois que je me suis fait comprendre. Donc,
la branche de la DMP veut aller aux élections. Nous disons que nous ne nous reconnaissons pas fort comme président de la République, que c'est un usurpateur, un criminel. Et deux, l'Assemblée nationale, son mandat est expiré le 31 décembre 2023, il y a un vide constitutionnel parce que sans une assemblée, comment je dirais, active dans la légalité, il n'y a pas de gouvernement. Et donc le gouvernement également aussi est illégitime. La CENI qui conduit les opérations donc électorales, ses membres, le mandat de ses membres est expiré depuis 1 an. On n'a pas procédé au renouvellement donc des membres de la CENI. Et puis la Cour constitutionnelle qui doit comporter ou selon la loi il doit être 9, mais ils sont 7. Aujourd'hui ils sont amputés, il n'y a que 4 de toute façon qui sont là-bas. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui la France normalement devrait interpeller, ou les pays occidentaux devraient interpeller qu'il faut respecter les textes. Comment on peut faire la démocratie comment ça va respecter les textes? Si vous ne respectez pas les règles du jeu, c'est pas la peine. Vous savez, il y a eu une conférence nationale au Togo. Au terme de la conférence nationale, il y avait l'article 7 de la conférence qui dit que la transition ne peut durer que 1 an. Au terme de la transition, le RPT avait exigé la mise en place d'un gouvernement de la commission mixte paritaire. Le Bossion a mêlé la moitié, le RPT aussi a mêlé la moitié, et c'est ce gouvernement paritaire-là qui a organisé le référendum qui a donné naissance aux institutions de la 4e République. Mais il y a une jurisprudence déjà. Mais là, ici, que l'Assemblée du moins n'a plus de pouvoir. Et donc, le gouvernement aussi n'a plus de pouvoir. On devrait organiser des assises pour s'entendre sur ce genre de choses. Non. On a corrompu tout le monde. Et puis, en fait, de toute façon, oui, faut pas aller en roue libre. Il n'y a aucune puissance. Aujourd'hui, par un pavillon, donc, démocratie, droit de l'homme, qui peut se dire que non, ce que tu fais est mauvais. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais quel est le rôle, dis-moi, quel est le rôle des choses, des ambassades occidentales au Togo, notamment de la France? Quel est son rôle? D'accompagner fort dans les bêtises? C'est pas la honte, ça? Alors on fait de lui, vous voyez, on fait de lui le petit champ de course. Voilà. Elle va négocier, ça va faire ceci. Non. Et donc, j'ai lu dans... Voilà. Je demande que la France puisse tenir une position digne dans cette affaire. Mais vous avez quand même, avec la DMK, des contacts sur l'ambassade de France. En tout cas, vous avez... j'ai lu un article de l'interview.tg sur le meeting qui s'est tenu il y a 4 jours, le 25 février à Lomé. Oui. Vous avez fait pression apparemment sur l'ambassade de France pour demander et pour dire demander à l'ambassade de France d'autoriser une manifestation de la DMK en disant si on n'a pas le droit de manifester, on va manifester devant l'ambassade de France. Est-ce que ça s'est bien passé comme ça? Non, ça s'est pas passé comme ça. Nous avons des contacts plus ou moins réguliers avec l'ambassade de France. La dernière rencontre avant la tenue de ce meeting-là, c'est que les notes sont partis leur dire, écoutez, s'il faudrait encore là, c'est pas la volonté de la France. Il faut que la France prenne cette disposition pour que nous puissions de toute façon arriver à faire respecter le droit au Togo. Nous demandons le retour des exilés politiques. Nous demandons la libération donc des prisonniers politiques. Nous demandons des assises pour essayer donc de penser à l'avenir du pays. Vous savez aussi que les avocats français sont venus chercher les traces de la fausse lettre chez vous. Ils n'ont pas trouvé. Et donc, la France ne peut pas être au cœur de tout ce désordre-là
et laisser du moins un simulacre, d'élection encore plus concrète. Mais que si la France ne fait rien là, que s'il y a des mouvements, on va fermer l'ambassade de France. Voilà. C'est clair là maintenant les idées. Fermer l'ambassade de France, c'est-à-dire vous alliez faire quoi exactement? C'est-à-dire que si la France ne fait rien, et c'est ce que je vais vous dire, que s'il y a un mouvement là, dans le pays, la cible sera l'ambassade de France. Oui, d'accord. Pas la cible sera l'ambassade de France. Donc il y a eu des pressions sur l'ambassade de France pour qu'elle fasse autoriser ce meeting. Oui, il y a eu des pressions sur l'ambassade de France pour que l'ambassade de France intervienne au niveau du gouvernement pour laisser faire le meeting. Très bien. Sinon, depuis là, depuis là, et aucun mouvement politique ou de la société civile n'était autorisé à faire un meeting à Lomé. Et le jour du meeting, là, ils ont amené plein d'éléments anti-émeutes, là, dans un point si bien que quand les gens arrivent, ils voient ça, ils se disent, les gens là, ils vont encore danser des gaz, on fait demi-tour. Mais le message est passé. D'accord. Et donc, pour les élections qui devraient se tenir maintenant le 20 avril prochain, il semble que l'opposition qui décide de participer à ces élections y aille en ordre dispersé. Il y a le parti donc de Jean-Pierre Fabre, celui de le nouveau mouvement de Madame Adjamagbo Johnson, l'UFC de Guy-Chris Olympio qui a, je sais pas quel rôle il joue maintenant dans son parti, mais il est très âgé. Et le FDR sans doute aussi, de Paul Dodgy à Pévon. Est-ce que si jamais ils réussissaient à s'unir, vous encourageriez quand même l'opposition, vous seriez favorable à une victoire de l'opposition? Oui, c'est-à-dire, si demain, on me dit que l'opposition togolaise se réunissait et qu'il y a une candidature unique de l'opposition dans toutes les élections électorales, et qu'ils vont du moins se mettre à rang serré, je ferai une déclaration pour demander à la population de voter massivement pour du moins ces opposants, ces candidats. Mais pour l'heure, comme vous l'avez dit, ils y vont à rang dispersé. Et mais même s'ils y allaient unis, s'il n'y a pas de nouvelles, dans la mesure où vous n'avez pas confiance dans la CENI, dans les mesures, il risquerait d'y avoir des fraudes comme d'habitude. En fait, le Togolais de toute insensation, quand le Togolais voit toute l'opposition unie, le Togolais, du moins, mais c'est vrai, se réunit et se dresse. Mais voilà. Ouais. Le Togolais et se dresse. Vous savez, et les médias occidentaux, notamment RFI, a un impact énorme sur du moins l'opinion. Le fait de sortir un communiqué que RFI reconnaît, l'Allemagne reconnaît, les gens sont découragés. Vous reconnaissez quoi? Mais sinon, il y avait, on dit, état d'urgence, état de ceci. Voilà, ils ont sorti plein de trucs là pour empêcher la population, mais les gens manifestaient. C'est le truc, le coup de grâce là, c'est le coup du RFI. Oui. Alors, revenons sur ces élections. Ce seront les premières élections régionales. Est-ce que pour vous, les structures régionales qui vont naître ont un intérêt? Et je précise que ces élections régionales, il y a eu de l'argent de l'Union européenne pour cette réforme depuis longtemps, la réforme de la décentralisation. Elle est aussi aidée par des experts européens. D'abord, les élections régionales doivent accoucher d'un Sénat. Oui. Ok. Donc nous aurons 2 chambres. Le Sénégal, qui depuis un certain temps, ou qui depuis toujours a été une exception démocratique, avant les événements, avait le Sénat, mais avait supprimé le Sénat, en disant que de toute façon, que c'est budgétivore et ça n'apporte pas grand-chose. Je crois qu'il faut que nous allions chercher les bonnes pratiques.
Pour moi, on n'a pas besoin de cela, en ce moment. On n'a pas besoin de cela. Je fais partie de ceux qui ont encouragé donc, comment je dirais, la décentralisation, notamment cette histoire donc d'élections municipales. Bon, et j'ai animé des séminaires à la demande du gouvernement avec satisfaction. Les communes n'ont pas expérimenté tout le potentiel de la loi sur la décentralisation. Et je crois que il y a 5 ans qu'on a mis les communes en place. On n'a pas encore tiré les leçons de l'expérience donc de cette décentralisation et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'en fait, ce que nous avons proposé, la plupart des maires ne sont pas des techniciens, c'est des politiques. Il faut que l'ENA forme dans un cycle court des cadres techniques à mettre à la disposition de chaque commune. Ces cadres-là doivent concevoir les projets et aller trouver les financements. On n'en est pas arrivé là. C'est-à-dire, avant de passer au moins à une étape supérieure, l'expérience communale doit avoir un recul au moins de 10 ans. Et donc, pour moi, c'est en fait, c'est des manœuvres pour montrer à la communauté internationale, oui, on fait des élections. Quel est le sens des élections? Quand la CENI ne restitue pas les vrais résultats. Tout le problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si Oui. j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Et concernant la carte électorale, quels sont ces problèmes Non, la carte électorale, il y a eu un recensement du corps électoral. Au niveau de la zone 1, donc au niveau donc de la zone 1, c'est-à-dire région maritime et tout ça, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas été enregistrés. Le prochain a saisi la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas livré son verdict quand la francophonie est venue déclarer sur les médias comme quoi, après un test du fichier, que le fichier est fiable. Vous voyez pas que c'est une insulte, ça? Et puis, depuis le temps où ils ont fait le recensement jusqu'à ce jour, il y a des Togolais aussi qui sont en âge de voter, qui ont acquis 18 ans. Eux aussi sont exclus. Mais qu'est-ce qui presse fort à faire les élections? Qu'est-ce qui le presse? Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas un cas de force majeure dans le pays. Vous avez loupé. Vous n'avez pas pu organiser les élections législatives. Assoyez-vous autour d'une table et discutez. Comment faut peut priver les gens de leur liberté et à fond des droits de l'homme, la fond de l'universalité des droits de l'homme? C'était. Il dit rien. La CEDEAO, rien. Pourquoi? Elle est contrôlée par la France. Elle est instrumentalisée par la France. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, c'est un coup venu à Paris. Demander à Macron de libérer l'Afrique, de libérer le Togo. Il était à Bruxelles. Il faut qu'on soit sérieux. Et moi, je dis, je suis profondément déçu par la nouvelle équipe française. Je le dis pour ceux qui ne comprennent pas, le cœur de la politique au Togo est en France. Voilà. Ouais. Dernière question concernant les prochaines élections. Il y a eu des histoires de caution. La caution avait été portée à un montant jugé très élevé, puis elle est redescendue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas que le problème de la caution, il y a un problème de découpage aussi. Le découpage est fait en faveur de Willy. En faveur Le de découpage est fait de unir de la formation politique que préside Fogna Singbe. Oui. Le découpage
est déséquilibré. Tu as des députés en France, là. Tous les députés sont élus avec la même taille du corps électoral. Vous avez les députés qui sont à l'Assemblée avec, je ne sais pas, 30 000 voix. D'autres sont là avec 2 000 ou 3 000 ou 5 000 voix. Vous trouvez ça normal? Premier problème. Quant à ce qui concerne la caution, dans le protocole additionnel de la CEDEAO, c'est dit que 6 mois avant les élections, là, on ne touche pas aux règles du jeu. On a augmenté la caution. Là où les députés payaient 500 000 et 100 000 là, on a porté à 500 000. Et suite demander à la contestation, donc on dit qu'on ramène ça à 300 000. Vous trouvez ça normal? Alors que le pays s'est lourdement de tout temps asséché. Tous les mois, il faut aller sur le marché financier pour aller lever des fonds pour pouvoir payer les salaires et faire vivre l'État. Bref, vous savez, c'est une poudrière qui attend là-bas. Mais le jour, de toute façon, elle va commencer par cracher ces larves-là. Je crois que donc ces larves iront de toute façon ensevelir aussi des gens à l'Élysée. Oui. Et au sein de votre, donc vous avez nommé un gouvernement en exil, disons. Je ne sais pas si tous les membres du gouvernement vivent à l'étranger, mais vous avez effectué récemment un remaniement. Pourquoi? J'ai effectué un remaniement parce que il fallait donc faire venir de nouvelles énergies. Ouais, et donc on a fait venir, je crois, 4 nouvelles personnalités qui dégagent de l'énergie pour pouvoir me donner du souffle. Donc à cette équipe-là, que nous considérons de toute façon comme étant capable de mener la dernière phase de ce combat-là, qui devrait nous amener à la reconnaissance internationale et aller de toute façon prendre le destin et la direction du destin du pays au Togo. Donc c'est plutôt un élargissement. Oui, c'est un élargissement. Bon, il y avait certains qui étaient fatigués et qui étaient là, qui ne bossaient plus, on les a remplacés. Pas d'autres qui sont valides et tout ça. Mais, tout en leur demandant, donc, en tout cas, d'être avec nous et nous donner des conseils. Mais ce qui peut être opérationnel, est dynamique, efficace et puis créatif, bon, c'est cela de toute façon que nous avons fait venir et je pense quand même que, en tout cas, au mois de février, là, on a fait un travail remarquable, hein, énorme. Depuis même que nous avons institué donc le gouvernement et en exil, c'est la première fois que je peux dire que le mois de février a été très riche pour nous. Donc il y a eu les obsèques de Moussa Nkoudjo, nous étions là, on a organisé des trucs, des cérémonies d'hommage, nous étions là, on a fait des temps Old City pour expliquer un certain nombre de choses aux gens. Moi-même, j'ai fait plusieurs adresses à la nation, donc c'est, voilà. Et puis en ce moment-là, bon, ils sont un peu partout, il y a certains qui sont aux États-Unis, bon, en train de voir avec l'administration Biden, bon, ben, comment faire pour, comment je dis, nous restaurer dans nos droits. Et puis il y a d'autres qui sont à Moscou, en ce moment aussi. D'accord. Et alors parlons de la Russie. Le régime Faure Yadema a fait venir des instructeurs russes récemment au nord du Togo. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas si c'est des Russes ou c'est des Biélorusses. Ah, je ne sais pas. Nuance. Ah oui, non. Nuance. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, Poutine est pragmatique et réaliste. Si Poutine n'avait pas soutenu Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré de Burkina
et Tiani, donc de choses, comment vous l'appelez, donc du Niger. Mais en fait, de toute façon, la CEDEAO manipulée et allait dire renverser ces régimes. Ils ont mis une équipe en place. Non, il faut qu'on soit sérieux. Nous avons une tradition, on connaît la France et tout ça. Ce que nous refusons là, c'est le fonctionnement de la France-Afrique. Personne, c'est pour ça que donc, les gens ne veulent plus de la France. C'est le comportement prédateur de la France-Afrique. C'est pas sérieux. Surtout ce qui s'est passé au Togo là, en 2020 là. Je dis, il n'y a pas de pire scandale que ça. Et ils ont tout fait pour que les médias mainstream n'en parlent pas. C'est honteux. C'est honteux que Macron puisse couvrir ça. Oui. Est-ce que vous considérez quand même que le régime en place à Lomé est assez habile au niveau diplomatique en réussissant à maintenir un contact avec presque tous les voisins et avec les grandes puissances? Vous savez, une seconde. Il faut qu'on soit sérieux. Le régime est défait. Donc moi, je ne considère pas, le régime est défait et maltraite la population. Vous ne dites rien. On a brûlé les marchés, vous ne dites rien. Il y a des crimes rituels, vous ne dites rien. Il y a des détournements massifs, vous ne dites rien. Le Covid, Petrogate et tout ça. Les journalistes sont poursuivis, ils sont dehors, vous ne dites rien. Il est habile. Mais dès que tu es là-bas, là, de toute façon, tu as tous les cerveaux. L'autre, là, comment il s'appelle? Strauss-Kahn va leur donner des conseils tout le temps là-bas, non? Habile. Les gens n'ont pas de légitimité. Ils n'ont pas de légitimité. Ils n'ont même pas le droit d'être là. Si on veut respecter le droit international. Mais c'est normal, non? C'est-à-dire que le peuple vous vomit, et puis après vous êtes valé, donc des puissances occidentales, ceci, on vous dit, faites ça, vous le faites, on dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un valet docile. Et alors, bon, vous parlez aussi des droits de l'homme, des opposants emprisonnés. La Commission nationale des droits de l'homme est née au Togo en 1987. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte et à quoi elle sert? Non, au départ, je crois que Maître Akouibo, paix à son âme, ancien Premier ministre, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, avait convaincu, donc il y a des mois, que compte tenu de l'évolution des droits de l'homme et des aspirations dont des peuples africains de liberté, il faut créer une commission nationale des droits de l'homme. Et c'est comme ça que le chef de l'État de l'époque avait demandé à lui et à Souma, oui, de mettre ça en place. Et ça a eu un succès relatif, et qui d'ailleurs même était un catalyseur des mouvements de contestation qui ont conduit à la gouvernance nationale. Mais au jour d'aujourd'hui, les instances, les institutions prévues dans la condition de sondat, elles sont phagocytées par le pouvoir. Et donc, la commission est là. Quand on m'avait arrêté tout ça, elle m'a rendu visite. Mais si la commission devait faire son truc là correctement, mais elle analyse et prend position contre le pouvoir. Mais elle ne peut pas le faire. Celui qui a voulu le faire là, il y a un certain Kounté là, qui a pondu un rapport sur la situation et que Debache a changé. Quand il a voulu crier, on a voulu le tuer, il est exilé chez vous. Depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années. Oui. Donc, vous nous parlez de Debache. Il est mort depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Est-ce qu'il a été remplacé par est-ce qu'il y a un autre Français constitutionnaliste ou autre qui joue un rôle clé aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, vous savez, j'ai pris mes distances par rapport à eux. Je ne sais pas. D'accord. Aujourd'hui, pour renouer le dialogue, est-ce que la première étape, ce serait une loi d'amnistie, comme ce que vient de faire Macky Sall au Sénégal? Ou ce que propose Macky Sall au Sénégal? Oui, mais vous avez que loi d'amnistie, ça concerne ceux qui ont été condamnés. C'est pas si tu comprends. Oui, oui. Oui. Mais
La plupart de nos prisonniers politiques n'ont pas été condamnés. La plupart de nos prisonniers politiques, là, n'ont pas encore fait l'objet de condamnation par les tribunaux. La loi d'amnistie va servir à quoi? Ce n'est pas, comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé, ou ce qui se passe à Dakar, c'est pas ce qui se passe ici, par rapport à nos prisonniers politiques. Moi-même, je ne suis pas condamné. Je n'ai pas été, du moins, mais je ne suis pas confronté à un tribunal. Il y a une procédure illégale qui a été, du moins, engagée contre moi. Ok, on a saisi les tribunaux. Les tribunaux ont peur de statuer. Nous sommes partis donc à la Cour de justice de la CEDEAO qui a statué. Pourquoi vous l'avez enlevé de chez lui? Au moment où vous m'enlevez, là, j'ai refusé le marché. Si j'avais accepté le marché, il ne pouvait pas m'enlever. Donc, on les a condamnés. Et pourquoi vous l'avez mené à la gendarmerie? Mais vous êtes condamné. Mais pourquoi vous les décidez de réclamer sa victoire? C'est son droit. Alors, rétablissez dans ce droit au plus tard en juin 2022. Donc, moi, là où je suis pas condamné. Donc, en principe, si c'est pas un régime brutal et qui ne respecte pas les droits de l'homme, ben, je peux te dire que demain matin, je prends mon avion et puis je descends dans un pays voisin et je rentre à l'eau. Ouais. Donc, la loi d'amnistie ne peut servir qu'à blanchir et ceux qui ont été condamnés par les tribunaux. Mais je dis, la plupart de nos prisonniers politiques ne sont pas condamnés. Il faut, je ne sais pas, si c'est une grâce là même, il faut que la personne soit condamnée. Qui décide qui libère les prisonniers politiques? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une loi d'amnistie, ni une ordonnance. C'est clair? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Est-ce que vous avez des liens, des contacts avec Farida Nabourema, qui est une opposante togolaise vivant aux États-Unis? Oui, son père est à l'ANC, elle est radicale, et elle a de très très bonnes idées. Elle défend, mais je n'ai pas de contact direct avec elle. D'accord. Mais je reconnais que c'est une figure qui s'est beaucoup battue pour le pays et qui certainement encore continue. D'accord. Est-ce que vous avez des soutiens chez des mouvements africains, frères, panafricains, nationalistes, d'autres pays? Eh bien, beaucoup. Moi-même, je suis président d'honneur d'une organisation donc néo-panafricaine. Et puis, en fait, moi, cette organisation-là, bon, il y en a plein, que ce soit au niveau du Congo, au niveau du Gabon, donc il y a plein, au niveau du Burkina, au niveau du Burkina, au niveau du Mali, au niveau du Sénégal. Et donc, nous avons des liens donc avec les différents mouvements panafricains donc sur le continent. D'accord. Et aucun contact avec la Chine? Non, on n'a pas de contact avec la Chine. Nous avons peut-être certains influenceurs, quand ils publient certaines choses, ils envoient ça et ils les envoient au niveau du ministère des Affaires étrangères. D'accord. Et est-ce que vous pensez que l'ordre militaire et œcuménique Saint-Jean de Malte a une influence au Togo? Bon, vous savez, les échanges sont que ce que sont les personnes qui sont désignées pour le conduire. Oui, avant, mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas de toute façon son influence. Je connaissais de toute façon celle qui était leurs représentants. Bon, ils sont plus dans l'humanitaire. Hein. L'hôpital de Lavagnon, donc on amenait donc des médicaments, ou on amenait des crédits pour, comment je dirais ça, réhabilitation. Donc c'est des choses comme ça. En tout cas, c'est la face visible. Je ne sais pas s'ils font autre chose en dessous. D'accord. Concernant la franc-maçonnerie, on a actuellement le grand maître de la Loge nationale du Togo, il semble, enfin, c'était Ignace Kokuvi Klomega, il est mort, il n'a pas été nommé
Il n'y a pas de remplaçant. Et on a vu une visite récemment de Guillaume Trichard, du grand maître du Grand Orient de France. Oui, Est-ce qu'il y a, oui, est-ce que vous êtes oui, au courant de nouvelles? ça c'est au niveau de France, ça, mais au niveau de la GLNF, je crois que il y a quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas s'il fait l'intérim, mais Picassa, donc bon, qui le remplace. Alors la GLNF, la Grande Loge Nationale de France, Oui, oui, qui a, c'est-à-dire que les obédients togolais qui dépendent de la Grande Loge nationale française. Mais celui qui est passé au Togo, le grand maître qui est passé au Togo, là, ça c'est la rue Cadet. et donc, Et le Grand Orient de France. et la Grande Loge Nationale du Togo, elle est rattachée au Grand Orient de France par la GLNF. Naturellement. Et donc la GLNF a sa propre obédience togolaise. Enfin, elle a... J'ai pas compris la question. Non, et vous m'avez dit que la GLNF est là aussi, donc une petite sœur Non, là, togolaise. non. C'est-à-dire qu'au Togo, il y a deux grandes familles. Hein. Il y a le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale française. Donc, il y a ceux qui sont liés donc à la Grande Loge nationale française et il y a ceux qui sont liés donc à au Grand Orient de France. Mais vous avez parlé de Ignace Colmega, il était le grand maître donc de la Grande Loge nationale française. Non, la Grande Loge nationale togolaise. Et je dis, quand il est passé à l'Orient éternel, il a été remplacé par un autre frère, enfin, ouais, qui s'appelle, comment il s'appelle? Qui s'appelle Picasso. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils ont une influence politique? Un peu. Parce que quand je prends Colmega, il était conseiller du président. Donc, vous savez, donc il a les ramifications dans les médias. En France, il peut influencer les choses, c'est ça. Ouais. Mmh. Et pour... il connaît des gens dans les médias, il connaît des gens dans des structures. Bon, voilà. C'est ce rôle-là qui joue. Ou qui jouait. Et pourtant, Fort Nassim B est un bon catholique, proche du Vatican. Et les gens lui prêtent aussi de toute façon d'être membre de la maçonnerie, qui serait donc initié au Congo-Brazzaville, chez Sassou Nguesso. D'accord. De toute façon, la plupart des gens qui travaillent avec Fort sont des francs-maçons. Ceci pourrait expliquer cela. Et aujourd'hui, l'influence politique de l'Église togolaise, quelle est son indépendance? Est-ce qu'elle elle est en mesure d'envoyer, enfin, de reconnaître, d'envoyer des observateurs aux élections, de les certifier, de faire contrepoids? L'Église avait demandé aux élections législatives, aux élections présidentielles de 2020, à envoyer des observateurs sur le terrain. Mais Fora a refusé en disant qu'on ne peut pas juger parti, puisque votre doyen, qui est doyen du corps épiscopal, soutient un de mes adversaires. Donc je ne peux pas les laisser aller contrôler les choses. L'Église catholique a une histoire particulière. Elle a toujours été du côté du pouvoir, en tout cas du temps d'Yadema. Mais depuis le départ d'Yadema, ses efforts pour s'émanciper ont été toujours étouffés. Donc pas le pouvoir. Mais il y a plein d'évêques qui disent que, bon, qui disaient à Monseigneur Kodjo et à mon oncle, vous avez largement gagné cette élection, mais les gens n'en peuvent pas partir. Voilà. Bon, maintenant, qui parmi eux va avoir le courage maintenant d'aller à la télévision et dire que non, que fois on n'a pas gagné les élections?
on va les tuer. Et donc, voilà, vous les interrogez, ils vont savoir que non, il faudra faire du forcing. Ils vont vous le dire de toute façon en mesa voice, il ne faut pas le dire publiquement. C'est tout. Par exemple, quand Monseigneur Kodo est mort, je devais être à son enterrement. Nous avons envoyé l'arrêt de la CEDEAO à Monseigneur Bariga pour qu'ils interviennent. Pour que de toute façon, au moins, c'est un document juridique de la justice communautaire, de la CEDEAO. Ben, il a fait les démarches, le pouvoir n'a pas accepté. Mais la vérité est là. Pourquoi le pouvoir refuse? Vous parlez de CEDEAO, mais vous ne voulez pas respecter les décisions de la CEDEAO? Ça sert à quoi alors? De dépenser de l'argent pour aller devant ces juridictions. Si ces décisions, ces arrêts du monde ne sont pas opérationnels. Voilà. Donc il a été. Et il dit non, que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Quand ça n'a pas marché, pourquoi il n'a pas créé? Vous comprenez? Donc l'Église catholique, elle est influente, mais elle a son pouvoir donc limité avec ce régime. Vous parlez maintenant, vous parlez tout à l'heure du Vatican. Non. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est une légende, mais il se raconte qu'il a demandé de poser une grosse fortune. Donc, au Vatican. Ce qu'il faut aussi, elle fait en son temps. Bon. C'est tout ça aussi, hein. Ça joue. Parce que je ne peux pas comprendre le pape qui est là, et qui sait que un de ses grands serviteurs est en exil, alors que c'est lui qui a raison. Le Vatican est un État, et qu'il n'a pas pu agir. Mais ça pose problème, non? Vous voyez pas? Il n'y a pas n'importe qui, moi, c'est un peu. S'il n'avait pas atteint l'âge limite pour, en tout cas, prendre sa retraite, on peut espérer que Valamoy pouvait être cardinal. En tout cas, il avait tous les canons pour devenir cardinal. Et le pape n'a pas réagi. La nuit, là, du 20 avril, là, quand on nous attaquait, il criait. Il a appelé le pape. Le pape a fait quelque chose. C'est aussi ça qui pose question. Le pape a fait quelque chose. On n'a pas tué, on n'a pas volé, on nous a volé. Et on veut le tuer. Est-ce que le pape a réagi? Le pape n'a pas réagi. Si le pape réagit là, il sait quel canot appeler en 2 temps de mouvement pour que de toute façon, les choses se fassent correctement. Je suis le chemin, la vérité, la vie, la vérité. Dans le postulat, elle est où? C'est la honte. Oui. Un autre aspect, sans doute, de l'influence de la France, c'est l'organisation de la francophonie. Parce que la francophonie certes a donné son autorisation, enfin le blanc-seing sur la CENI. Elle travaille avec la CENI pour établir le fichier électoral. Et puis oui, mais toutes ces institutions-là aujourd'hui, provenant de la France, sont décrédibilisées. Lorsque donc le lycée de la francophonie a fait sa déclaration, tout le monde a tiré chez lui. Oui. La France n'est plus crédible aujourd'hui. Il y avait ce qui s'est passé le 22 février, on dit que la France n'est pas crédible. Voilà. La France se met du côté des tyrans. Et la violation des droits de l'homme, là, bon, c'est une banalité. La France n'agit pas. La France n'a jamais été aussi flamboyante que sous Emmanuel Macron. Alors, tout de même, sous Chirac, c'était pas mal aussi. Il y a eu, par exemple, il a réinstallé Sassou Nguesso en 97 lors d'une guerre civile atroce. Oui. Il doit avoir chaud parce que de toute façon, les Chouba,
bon, s'est retourné vers les Américains, il signait des contrats et tout ça. Bon, vous savez très bien que c'est à travers ces relations-là aussi, de toute façon, que, bon, la France aussi respire. Donc, il a fait. Mais si vous devez prendre le cas du Togo, lorsqu'en 1998, l'élection présidentielle sortit de son cadre légal, parce que c'est Awanana, président donc de la CENI, qui devait proclamer les résultats. Ce qu'on lui demandait de faire, comme elle ne peut pas assumer, elle a donné sa démission et c'est le ministre de l'Intérieur qui est venu proclamer les résultats. Tout le monde avait montré qu'il y a des mauvais perdu. Mais, Chirac n'a pas fait une reconnaissance. Non. Chirac a demandé à venir à Lomé et à rencontrer l'ensemble de l'opposition pour dire qu'il a obtenu des Yadima, qu'il va faire une déclaration, qu'en 2003 il s'en allait et Yadima a fait la déclaration. Et il a voulu rencontrer Jésus Solimbo, Jésus Solimbo dit non, il ne le rencontre pas. Mais au moins, il y a au moins la manière. Il y a au moins la manière. Quelqu'un qui gagne le palais présidentiel, il est contraint de tout à la clandestinité. La Fond des droits de l'homme ne dit rien alors que c'est elle qui est en cause. Je dis c'est la honte. C'est la honte. Pour même de toute façon, plusieurs tonnes de diamants, on ne peut pas se comporter de manière donc aussi lâche. Des citoyens français ont été brutalisés. La France n'a pas levé le petit, mais dis donc. Mais quelle est cette France-là? Vous n'avez pas honte là? Vous voyez de toute façon votre rayonnement dans le monde aujourd'hui? La politique là, c'est pas un jeu d'enfant. Hein? Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu connais ou tu ne connais pas. Une petite erreur là peut créer des problèmes dans ton pays. Voilà. Oui. Et concernant, j'ai plusieurs points, lequel je dis. Donc concernant la Cour de justice de la CEDEAO, on voit bien que ces décisions ne sont pas respectées. Mais la francophonie. Mais ça, il vaut mieux supprimer. Il vaut mieux supprimer cette cour. Si la cour communautaire de 15 pays, membres de la CEDEAO, prend une décision et que les chefs d'État dans le pays ne peuvent pas respecter au moment où il a été libéré, l'État condamné à le libérer, il lui a payé donc 12 millions de francs CFA pour qu'il aille se soigner. Il est toujours de tout dans les serres de la, comment vous appelez ça, du script. Et vous voulez que les populations fassent confiance à cette institution-là? Entièrement, je dis bien, entièrement contrôlée par la France. Et la CEDEAO se comporte comme un syndicat de chefs d'État. Au lendemain des crises, là, on a envoyé quelqu'un chez Bouhari qui a désigné Goodluck pour régler le problème. Dès que les gens rencontrent ce pouvoir-là, on vous offre de l'argent. Terminé. Nous avons vu Nana Addo, c'était le président Alexis. Il a proposé de nous donner un statut de réfugié. Je suis président élu dans mon pays. Je vais réfugié. Et puis après, il y a un ballot qui semblait déterminé et tout ça. Mais après, bon, on a invité Apia. Il est parti à Apia. Après, de tout un fort, lui-même est parti séjourner là-bas. Et lui aussi s'est calmé. Au moment où, du moins, la crise a commencé, ben, c'était Tshisekedi, le président de l'Union africaine. Nous l'avons saisi. Ben, et
Et la RDC, bon, en tout cas, aide des activités de pétrole avec le Togo. Il n'a pas bougé. Nous avons saisi donc l'autre Macky Sall, qui a pris ça sur ses pieds. Les lettres, les courriers sont déposés à son cabinet. Il a fait quelque chose? Non. Alors, toutes ces institutions-là sont servies de l'impérialisme. Point. Point. Tout de suite, là. Si, de toute façon, par l'effet du Saint-Esprit, Emmanuel Macron reconnaît que, ah, tiens, cette affaire-là, oui, il faut que je mette fin à ça, et déclare là. Toutes ces institutions-là vont s'aligner. Mais, je considère que Macron a commis donc l'une des erreurs les plus graves de sa vie. Et il en paiera le prix, s'il ne se reprend pas. Est-ce que vous avez des contacts en Angleterre, notamment? Maintenant, le Togo est membre de la Commonwealth. Pour défendre les droits de l'homme, Oui, il y a une ONG. C'est après 2020. J'ai un ami qui a voulu m'inviter à aller parler devant les députés là-bas. Bon, le projet en cours, peut-être qu'il s'agirait peut-être de le réactiver. Donc, voilà. Oui, parce qu'il y a une ONG rattachée à la Commonwealth, la Commonwealth Human Rights Initiative. Peut-être que il pourrait essayer de défendre Si vous avez, certains cas si vous particuliers. avez les coordonnées. Non, j'ai pas de contact. Vous avez les- J'ai pas de contact, mais voilà, en tant que membre de la Commonwealth, il devrait y avoir une protection des droits de l'homme, sans parler du changement de régime, de la critique du régime, mais pour défendre certaines personnes persécutées, certains prisonniers politiques, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose, je sais pas. Je vais me renseigner davantage. Et aujourd'hui, comment vous expliquez que au sein de la CEDEAO, le Nigeria de Tinubu paraissent très alignés sur les intérêts de la France? C'est-à-dire que je ne connais pas il faut connaître le dossier de Tinubu pour comprendre de toute façon pourquoi il s'aligne chez la France. Vous savez, bon, déjà arrive avec des dossiers où les gens ont des dossiers sur eux. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Macron a fait un de ses stages quand il était à l'ENA au Nigeria. Peut-être qu'il a gardé des contacts là-bas importants. Je ne sais pas. Quand on est stagiaire, tout ça là, bon, pour combien de mois? Pour 6 mois, bon, on n'a pas beaucoup de contacts. Mais le fait de l'évoquer tout ça, mon premier truc, c'était au Nigeria et tout ça, bon, ça bluffe un peu les gens. Parce que je vois pas les contacts que lui, à cette époque-là, avait pu tisser là-bas. Et au sein de la CEDEAO, j'ai vu qu'il y a il y a un Sud-Africain qui siège aussi. Je sais plus sur quelle décision j'ai vu ça. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud pourrait jouer un rôle diplomatique important? Pardon? Dans quel cadre? Dans le cadre de la crise togolaise? Oui. Par exemple. Oh. Bon, je ne sais pas. Mais l'Afrique du Sud, quand même, de toute façon, c'est un pays très solide. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait la dernière fois à la CPI. Voilà, je pense à ça aussi. Ouais. Mais ils sont fabricants d'armes. Ah, je sais pas qui il est. Le Togo est un bon client donc de l'Afrique du Sud. D'accord. Voilà. Et quant à Israël, quelle est son influence? Israël, je pense que c'est en matière de technologie et de sécurité. Donc, il y a ces citoyens qui sont armés, qui font la sécurité, qui font le renseignement, et qui sont, si vous voulez, dans les nouvelles technologies là, pour pouvoir écouter donc les adversaires, ou même bon, tous ceux qui sont autour de forts là-bas.
Et vous pensez que vous avez été visé par Pegasus? C'est naturel. Pourquoi? Parce que moi, j'avais de toute façon des bailleurs de fonds potentiels. On les a appelés un à un pour les décourager. J'ai pas compris ce que vous dites là. Pour l'élection présidentielle, j'avais des bailleurs de fonds qui ont été pressentis et qui étaient d'accord. D'accord, oui. Mais au niveau de l'élection, il y a eu des difficultés, mais je n'ai pas compris. C'est après, du moins, quand on m'a dit que on t'a placé sur Pegasus, que j'ai compris donc le rôle que le pouvoir jouait, sans oublier que il a téléphoné à tous les présidents de la CEDEAO de ne pas m'aider. Je l'ai appris après, en Afrique centrale également, Bongo, Ali, et puis Sassou Nguesso également. On leur a téléphoné de ne pas m'aider, puisqu'ils savent que moi, il y a des réseaux dans lesquels je suis et que ces gens-là dont j'ai des possibilités de les atteindre facilement. D'accord. Mais vous n'avez pas fait par hasard expertiser vos téléphones pour certifier que vous avez été espionné? Non, j'ai changé tous mes téléphones. J'ai non seulement changé tous mes téléphones, mais depuis chez vous là-bas, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose sur mes téléphones qui fait que, bon, je ne suis plus écouté là, voilà. Et puis, pour des affaires sensibles, je passe pas d'autres canaux. J'ai même moins un satellite, mais que des proches m'ont encouragé d'utiliser, que ça avait ça qu'on a tué sa famille. J'ai pas compris la dernière phrase. Des proches vous ont déconseillé d'utiliser. J'ai un satellite. Mes proches m'ont découragé d'utiliser. Que les puissances impérialistes ont repéré Un satellite. Savimbi, oui, avec pas l'usage qu'il fait du satellite, on sait d'où il est met. Et c'est comme ça qu'ils l'ont éliminé. Mais de qui vous parlez? Vous avez compris? Je parle de Savimbi. Savimbi, Un satellite. Oui, ça remonte déjà, oui. Ah ben, naturellement, les étudiants les uns servent les autres. C'est pour ça. Sinon, tout le monde des satellites, donc j'ai eu ça, donc pas de relation en Israël. Oui. La dernière fois, vous m'aviez parlé d'Alain Juillet. Quel rôle exactement il avait joué quand vous disiez qu'il avait pris votre dossier pour le défendre en France ou... Vous savez, je suis membre du corps professoral de l'université ouverte de Dakhla, au Maroc. Oui. Ça... Et je suis aussi un éminent intervenant. Donc, on s'est rencontrés là plusieurs fois. Et donc, après le dépôt des candidatures, je crois qu'on s'est retrouvés à Lyon. Oui, on s'est retrouvés à Lyon. Et Alain me disait que l'Élysée lui a confié le suivi de ma candidature. Et donc, quand il est revenu de Russie, parce qu'il m'a dit qu'il avait une mission là-bas, et je l'ai appelé, il dit oui, qu'il n'était pas là, mais quand il est revenu, ses collaborateurs lui ont dit que j'ai brillamment remporté cette élection. Mais malheureusement, que Faure est arrivé de temps à s'imposer. Voilà. Je lui ai dit, mais on retourne voir. Et comment je dirais, Macron, tu as confié le dossier pour savoir de toute façon, mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous avons des conditions dans lesquelles donc l'autre s'est imposé par les armées de la corruption. Bon, mais tout notre problème est au niveau de Macron. Il n'est pas ailleurs. Voilà. Il n'est pas ailleurs. Alain Juillet, oui, vas-y. Il s'exprime sur des médias, on va dire indépendants, Alain Juillet, ou des médias minoritaires. C'est dommage qu'il n'ait pas parlé de vous. Si, il a parlé une fois de moi.
J'avais vu la vidéo, je ne sais pas où. Il a parlé de moi. Il a parlé de moi, il a parlé de Soro. Il a parlé de moi. Ouais. D'accord. Mais, c'est-à-dire que c'est dommage que son action n'a pas été plus déterminante. Je connais le système là. Dès qu'on entend les juger, bon, voilà. Il a parlé de moi. Oui. Mais ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas rester comme ça. Mais si ça reste comme ça, là, Macron aura le bon demain. Parce que de toute façon, la signature et, comment je dirais, les insignes de la République française ne sont pas des propriétés privées de choses, de Macron. Hein. Ça appartient de toute façon à l'État français. Il est censé, de toute façon, protéger et défendre. Oui. Alors, au Togo, est-ce que vous pensez qu'un scénario à la Guinée de Doumbouya ou à la Gabonaise pourrait arriver? Je ne sais pas. Faut s'appuyer sur une branche de l'armée. C'est pas sur toute l'armée, sur une branche de l'armée qui s'impose aux autres. Je ne suis pas sûr que encore longtemps que toute l'armée va accepter de toute façon d'être traînée dans la boue. Voilà. Donc, la dynamique, dans la dynamique actuelle, là, quand il dit dynamique, pas dynamique, moi c'est un peu d'autre, mais dans l'évolution des choses, là, je pense quand même que de toute façon, tout est possible. Pourquoi dites-vous que l'armée est traînée dans la boue? L'armée est traînée dans la boue, parce que le numéro 2 du parti me dit, m'apportant des informations du chef de l'État, me dit que ils ont le monopole des forces de défense et de sécurité. Mais dis-moi, c'est humiliant, ça. C'est-à-dire que l'armée républicaine, un parti politique, son représentant dit qu'ils ont le monopole. Ils ont le monopole sur toutes les forces de défense et de sécurité. C'est grave. C'est humiliant. C'est les sujets d'un parti, toute une armée. C'est pour ça. Puis l'autre raison, c'est qu'en fait, de toute façon, depuis toujours, on a considéré le Togo comme une dictature, donc militaire à façade civile. Quels sont ceux qui sont venus de toute façon m'entourer pendant 110 jours? C'est l'armée, une partie de l'armée. Ils vont enterrer Madjulba en mars 2024, le mois prochain. Vous m'entendez là? Oui, ils vont l'enterrer pour. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que Madjouba, il est mort c'est en 2020. Madjouba est mort depuis le mois de mai 2020. Et c'est maintenant qu'on l'enterre. Mais il était où pendant ce temps-là? Ils ont eu peur de lui rendre hommage avant ou? Parce que Madjouba voulait faire, et d'après la version réelle, voulait faire un coup pour rétablir la vérité des yeux. Ils l'ont éliminé. Et là, il va y avoir un hommage confidentiel, ce sera pas un hommage officiel. Ah, on attend de voir comment ce qu'ils vont faire. D'accord. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez le pouvoir aujourd'hui pour restaurer la sécurité, la paix au nord du Togo? Non, de toute façon, mon problème est clair. Il faut faire des assises nationales. Ça peut durer un mois. Demander aux Togolais de s'exprimer librement toutes les composantes de la société. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Dans quelle société vous voulez vivre? Donc, à partir des assises là, nous allons tirer de toute façon un certain nombre d'enseignements qui permettront donc à la constituante que nous voulons mettre en place de redéfinir le contour des institutions. Et après, on va au référendum.
En tout cas, donc, il y aura un gouvernement dans lequel, donc, qui fera donc le replay, si vous voulez, de la classe politique et également de la société civile, et on conduit les opérations. Mais lorsqu'on fait le référendum et qu'il faut faire de réelles élections là maintenant, c'est-à-dire législatives et présidentielles, où ceux qui veulent rester dans la dynamique avec nous, ils sont dans la dynamique, ceux qui veulent aller, du moins à leur propre compte, vont à leur propre compte. Le chemin est très facile. C'est donc, on fait des assises nationales, ensuite, et on fait donc, comment je dirais, la refondation et donc la refondation et on engage la transition. Donc, transition constituante, refondation. Le chemin est clair pour nous. Oui, mais tout de même, comment vous analysez la situation militaire, sécuritaire à la frontière avec le Burkina? Tout ça, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué parce que les gens ont décidé de déstabiliser le Burkina, le Niger et le Mali. Pour moi, c'est des incursions, dans un premier temps, des terroristes burkinabés dans le nord. Et puis après, on a appris que, bon, parce que quand vous êtes confronté à ce genre de situation, on cherche des solutions. Donc, on a appris que, bon, dans un premier temps, on dit qu'il y a une base française qui se construit en Kachibine là-bas. Après, on avait entendu que c'était des bureaux russes qui sont là. Bon, bref. Vous savez, la meilleure sécurité, c'est d'abord, arriver à créer donc une forme d'adhésion de la population à la politique que vous menez. Et quand il y a ce genre de choses qui se présentent, la population, du moins, est soudée aux forces de défense et de sécurité pour repousser l'ennemi. Mais maintenant, vous avez fait les forces de défense et de sécurité un instrument d'oppression sur la population, et après vous demandez à la population d'aller soutenir ces oppresseurs contre des terroristes qui viennent, qui tuent, et au lieu de faire le point exact à la population, on cache l'information. C'est clair, hein? Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, donc, les Togolais sont choses, ben bon, s'ils ont une dent, ils l'ont compte de toute façon, les forces de défense et de sécurité qu'il faut utiliser à tout bout du champ pour maintenir. Donc, la population, eh ben, dans le silence. Voilà. Oui, je voudrais vous demander ce que vous feriez maintenant en matière de développement économique. Le programme, pour moi, est très clair. Les Togolais ne mangent pas suffisamment à leur faim. Il faut faire quoi? L'agriculture est un chemin incontournable. Trouver des moyens, pas dans les trucs sophistiqués, qui permettent d'engloutir des milliards et de pouvoir les détourner. Il faut développer l'agriculture. Mettre les tracteurs donc à la disposition de chaque préfecture et trouver les mécanismes d'accès donc de tout ce matériel-là aux paysans pour augmenter la production agricole dans les différents domaines des besoins de la population. Maintenant, il y a bien sûr également de toute façon l'agriculture destinée à l'exportation. Ça, le peuple doit pouvoir trouver sur le marché mes produits de l'alimentation de base à des prix compatibles
avec leur pouvoir d'achat. Développer l'agriculture, la santé. Au jour d'aujourd'hui, pour un seul mot de tête ou un morceau de serpent, quelqu'un peut prendre et perdre sa vie. Et donc, ça là aussi, de toute façon, il faut y remédier. Il faut y remédier en faisant quoi? En améliorant les plateaux de santé, donc des différentes régions, parce que nous avons 5 régions. Il ne faudrait pas que lorsque les gens sont malades là, qu'ils soient obligés de venir à l'hôpital donc pour trouver donc les meilleurs centres de soins. Il faut donc décentraliser cela, former les gens et payer de toute façon comme il faut du moins ces agents-là et éviter du moins ce que vous appelez chez vous le nom des déserts médicaux. Donc également en matière de santé. Maintenant au niveau de l'éducation, je crois que là-bas c'est un vaste chantier. Si vous voulez que le pays bouge demain, il faut former donc des gars solides qui vont prendre la direction du pays demain. Donc pour nous là, nous avons fait une offre structurée, intelligente à la population, avec une pédagogie d'explication pendant la campagne, les gens ont compris. Donc, ce n'est pas difficile et avec toute l'expérience de la direction des hommes et des entreprises que nous avons, vont de toute façon rapidement transformer le pays et permettre donc aux Congolais d'être fiers donc de la nouvelle gouvernance. Concernant l'agriculture, j'ai lu sur un site à la gloire du régime qui s'appelle bâtirletogo.org, donc qui soulève quelques points de réussite du régime. Donc, il parle d'un financement innovant de l'agriculture au Togo via le Tirsan. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est le Tirsan, mais est-ce que vous pensez que... Moi, je ne sais pas, mais ce parti-là, c'est un parti satellite du pouvoir. Donc, en fait, de toute façon, on ne pourrait pas parler d'autre chose que ça. Parce que demain, si on demande de faire un audit par rapport à tout ce qu'ils ont englouti dans l'agriculture, par rapport donc, aux résultats, je crois que c'est des milliards qu'ils ont mis dans l'agriculture. Mais au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas acheter donc un poulet. Pourquoi? Mais ça coûte cher. Et pourquoi ça coûte cher? C'est la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est insuffisante et la demande est forte, bon, le prix constitue du moins l'élément régulateur qui permet d'éliminer certains. Et autrement, ce site-là recensait aussi une réussite, disant que le régime avait réussi un nouveau projet de code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière. Enfin, c'était dans les réalisations à mettre au crédit du régime. Oui, moi je veux vous répondre par rapport donc au problème foncier. Le problème foncier là, je dis c'est une poudrière. C'est une poudrière. Vous allez voir même sur le même terrain 2 ou 3 titres fonciers, sur le même terrain. Ouais. Et puis des étrangers qui sont venus et qui ont acheté des milliers d'hectares. Vous savez, sous la période allemande là, il y a une loi qui dit qu'aucun étranger ne peut donc disposer d'un bien immobilier ou d'un terrain, dans le pays. Les gens ont contourné cette disposition-là pour aller acheter les certificats de nationalité et tout ça. Donc, enfin bref, ce truc-là est un truc sensible et qui demain là de tout en fera grincer des dents. Voilà. Entre la propagande et ce que les gens vivent, en réalité sur le terrain, c'est la nuit et le jour. Et ça, le problème foncier au Togo est un grand problème. Parce que là où on est là maintenant, on n'est même pas sûr, pour notre génération, que nos petits-fils pourront avoir accès libre à des terrains au Togo. Vous connaissez cette histoire-là où beaucoup d'étrangers viennent acheter des terrains pour développer l'agriculture pour le pays.
connaissez ça, non? Pour le Togo, pas particulièrement. Donc, dites-moi quels sont les investisseurs au Togo. Beaucoup de pays africains. Oui, il y a beaucoup des pays de la péninsule arabique notamment qui investissent. L'Arabie Saoudite, le Qatar et certainement la Chine aussi. Mais naturellement. Et donc ça, vous feriez. Est-ce que ça s'est développé au Togo, des achats de vastes propriétés Mais ils ont acheté des milliers d'hectares. Qui? Voilà, agricoles. Pour une bouchée de pain chez les paysans à l'intérieur. D'autant qu'on conclut comment je dirais là, des baux amphithéotiques. Ouais. La Chine, vous avez dit? 99 ans. Pardon? Vous avez dit la Chine a acheté des... Quel pays? Non, moi je dis des cinq pays, je dis des pays étrangers ou des ressortissants étrangers. Voilà, des baux amphithéotiques pour, comment tu appelles ça? Ouais, 99 ans, 40 000, donc, l'hectare, donc à l'année, bref. Et ça, qui en particulier ou quelle entreprise, quel projet, quelle culture est concernée? Non, je ne peux pas citer les gens. Moi, je suis à la conquête du pouvoir. Si je cite les gens là se disent contre moi. D'accord. Bon, alors j'ai plus vraiment de questions à vous poser. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je demande à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Quand nous partions à cette élection du 22 février 2020, le G5, composé de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et des Nations Unies, nous avons fait beaucoup de réunions avec les membres du G5 et nous ont dit, nous garantissons la transparence et nous garantissons également donc la sécurité des candidats. Voilà là où on est aujourd'hui. Ils sont tous à faux. Pas le fait de qui? De la France. Et donc, ce que nous demandons, on ne demande pas cadeau. On demande, quand même, il faut qu'il y ait un minimum d'éthique dans les relations internationales. S'il n'y a pas d'éthique. Hein? Le Togo a eu la tendance en 2020. Mais fort avec ses amis extérieurs, réimpose la dictature peut-être encore pour 50 ans. Il faut être sérieux. Je ne sais pas si Macron mesurait la portée de ce qu'il faisait là. Et ça, je dis tôt ou tard, ça va finir en bain de sang. Si on n'anticipe pas maintenant. Oui, je rappelle que en janvier 2020, juste avant les élections, donc il y avait eu aussi une révolte, je sais plus donc un petit peu au nord de Lomé, je crois, la révolte Tigre Révolution qui avait été écrasée. Enfin plusieurs personnes sont mortes en octobre 2020 dans les geôles. Ils sont en prison là. Beaucoup sont morts aussi, non? Déjà en octobre 2020 sous la torture. Plusieurs sont morts. D'autres sont encore en prison. D'autres sont en prison. Certains, on les a libérés aujourd'hui. Une semaine après, ils sont morts. Certains, oui. Donc, je sais pas quel scénario on peut imaginer dans un an, mais dans un an, le quatrième mandat de Faure. Cinquième. Il commencera un cinquième, là, non? On est dans le cinquième déjà, 2005, 2010. Ah oui. En 2005, en 2025, ouais, il va postuler pour le cinquième. Oui, il va postuler pour un cinquième. Donc, on espère que une voie de sortie va se présenter bientôt. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite bon courage pour trouver aider à trouver une voie de sortie pour le Togo. Et de toute façon, oui, je suis debout et je demande parce que le droit international est où? Macron là, peut-être que quand il prend ces trucs là, mais bon, il est sur notre planète là. Faut qu'il descende sur terre.
Maintenant, la priorité de la France, c'est sûr, c'est de sécuriser les derniers bastions de la France-Afrique. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui est en train de lâcher, euh, le Gabon et la Guinée, on ne sait pas trop dans quel camp ils sont. Oui, le Togo ne fait pas partie de ce petit camp. C'est ça. Dieu n'est pas petit. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que on n'a pas accès à une presse à Paris. Sinon, c'est vraiment une presse dans laquelle de tout temps, j'expose tout cela. C'est vraiment une presse. Je sais bien, mais je n'ai pas accès à la presse, moi non plus. Ne vous inquiétez pas. Je suis marginalisé, comme vous l'êtes. Je vous Il remercie. n'y a aucune structure Ouais. à Paris qui peut prendre ça et dénoncer ça. Il n'y en a pas. En dehors de ce que vous faites, bien sûr. Bon, il y a à part l'association Survie contre la France-Afrique, autrement il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose.